Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de mécanique de Terminal S sur les mouvements des satellites et des planètes. Alors dans ce cours, nous allons tout d'abord parler des lois de Kepler. Ce sont les lois qui régissent le mouvement de tous les objets qui tournent autour d'un attracteur. Ces lois de Kepler vont donc nous permettre de décrire le mouvement des planètes autour du Soleil ou bien le mouvement des satellites autour de la Terre. C'est ce que nous allons voir dans une deuxième partie et on étudiera plus particulièrement le cas d'un satellite en orbite circulaire. Alors, commençons par les lois de Kepler. Il en existe trois. Et la première loi s'intitule la loi des orbites. Et cette loi nous dit que les planètes tournent autour du Soleil, mais non pas de façon circulaire, mais de façon elliptique. Elles vont former une ellipse. Donc, en fait, à certains moments, la planète sera plus proche du Soleil, et donc à ce point-là, c'est ce qu'on appelle le périhélie. Et puis, à d'autres instants, elle sera plus loin du Soleil, et c'est ce qu'on appellera l'aphélie. Alors, vous voyez qu'une ellipse peut se décrire suivant deux axes, un grand axe et un petit. Donc, on va appeler A le demi-grand axe et B le demi-petit axe. Alors vous pouvez constater aussi que le Soleil ne se situe pas au centre de l'ellipse, hein. Donc il va se situer sur un point particulier qu'on va appeler le foyer. Une ellipse possède deux foyers donc, qui sont symétriques par rapport au centre de l'ellipse. Voici donc notre première loi de Kepler, la loi des orbites, qui dit que les planètes tournent autour du Soleil sur une trajectoire elliptique et le Soleil se situe à un des foyers de l'ellipse. La deuxième loi de Kepler s'intitule la loi des airs et va en fait nous donner des indications sur la vitesse des planètes autour du Soleil. En effet, vous pouvez voir sur la petite animation en bas que plus la planète se rapproche du Soleil et plus elle va vite. Et au contraire, plus elle va s'éloigner, plus elle va ralentir. Alors cette deuxième loi de Kepler va s'écrire de la façon suivante. Le rayon Soleil-planète balaie des aires égales pendant des intervalles de temps égaux. Alors voyons sur l'animation ce que cela veut dire. Lorsque la planète tourne autour du Soleil, eh bien, sur des intervalles de temps égaux, donc ici le temps T1, hein, elle va balayer en fait des aires qui sont identiques. Donc les aires bleues et les aires vertes sont exactement les mêmes. Alors qu'est-ce que ça nous indique là par rapport à la vitesse? Eh bien lorsque la planète est proche du Soleil, elle va aller plus vite en fait, puisque vous voyez que la distance parcourue sur sa trajectoire est plus importante, alors que lorsqu'elle est éloignée du Soleil, la distance parcourue sur sa trajectoire est plus courte. Comme ce sont des intervalles de temps égaux, si la distance parcourue est plus grande, eh bien elle va plus vite, et si la distance parcourue est plus petite, eh bien elle va moins vite. Troisième loi de Kepler, appelée loi des périodes, dans laquelle nous allons nous intéresser à la période de révolution des planètes autour du Soleil, c'est-à-dire le temps qu'elles mettent pour faire un tour autour du Soleil. Alors, si l'on prend toutes les planètes et que l'on mesure leur période de révolution et que l'on cherche une relation entre la période de révolution et le demi-grand axe de la planète, eh bien on va trouver une relation mathématique assez simple entre ces deux grandeurs, mais plus précisément entre le carré de la période de révolution et le cube du demi-grand axe. Effectivement, on va obtenir une relation de proportionnalité entre ces deux grandeurs. Eh bien, cette relation de proportionnalité constitue en fait la troisième loi de Kepler. En effet, la période au carré sur le cube du demi-grand axe est une constante. Alors on peut le voir sur cette animation. On a la période de révolution de chacune des planètes, le demi-grand axe A, et lorsqu'on fait le rapport T au carré sur A au cube, eh bien vous voyez qu'on trouve systématiquement la même valeur.
Alors nous allons maintenant nous intéresser au mouvement circulaire de façon générale. Quand un objet tourne autour d'un autre objet attracteur central, eh bien on va pouvoir déterminer sa vitesse à n'importe quel instant. Donc son vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. On peut s'intéresser aussi au vecteur accélération. Donc vous pouvez remarquer que ce vecteur accélération, il est toujours orienté vers l'intérieur de la trajectoire. Si l'on veut déterminer les coordonnées du vecteur vitesse et du vecteur accélération dans un repère classique, eh bien ça va être compliqué puisqu'il va falloir faire des projections de ces vecteurs sur les axes. Donc on va voir apparaître des sinus et des cosinus. L'astuce ici est de prendre un nouveau repère dont l'origine sera en fait l'objet en mouvement, et puis il sera constitué donc de deux axes, un axe qui sera toujours tangent à la trajectoire et un deuxième axe qui sera toujours perpendiculaire au premier axe. Donc on aura deux vecteurs unitaires, un vecteur UN et un vecteur UT. Ce repère va donc se déplacer en même temps que l'objet. Ce nouveau repère est appelé repère de Freinet. Donc l'origine est en fait le centre de gravité de l'objet qui est en mouvement, et puis les deux vecteurs unitaires, un vecteur unitaire tangentiel, toujours tangent à la trajectoire, et un vecteur UN normal qui sera bien toujours perpendiculaire au premier vecteur unitaire. Et bien dans ce repère de Freinet, les coordonnées des vecteurs vitesse et des vecteurs accélération seront relativement simples. En effet, vous pouvez remarquer que le vecteur vitesse est toujours orienté suivant le vecteur UT. Ce vecteur vitesse aura donc deux composantes, une composante tangentielle suivant UT et une composante normale suivant UN. Alors sa composante tangentielle, eh c'est simple, elle sera égale à V, et la composante normale sera égale à 0. Pour le vecteur accélération, c'est un petit peu plus compliqué. Alors on ne le démonte pas en terminal S, mais ça à savoir par cœur. Donc deux composantes, là aussi, une composante tangentielle qui est la variation de la vitesse au cours du temps, donc dv sur dt, et la composante normale qui est égale à v carré sur r, r étant le rayon du cercle. Alors nous allons maintenant étudier le mouvement d'un satellite en orbite autour d'un attracteur. Alors prenons l'exemple d'un satellite qui tourne autour de la Terre. Alors cette étude, elle va être menée de la même façon que pour les mouvements dans un champ de pesanteur. Donc ici, première chose, nous allons nous placer dans un référentiel géocentrique. Le système étudié, eh bien, c'est le satellite qui est en mouvement. Et nous allons donc pouvoir écrire la deuxième loi de Newton appliquée à ce satellite. Donc la somme des forces qui est égale à ma, m étant la masse du satellite. Faisons un bilan des forces. Eh bien, la seule force qui est appliquée à ce satellite, c'est l'interaction gravitationnelle due à la Terre. Donc c'est la force exercée par la Terre sur le satellite. Et que vaut cette force? Eh bien, c'est la constante gravitationnelle fois la masse du satellite, fois la masse de la Terre sur la distance entre la Terre et le satellite au carré. Et cette force est toujours dirigée en direction de la Terre, c'est-à-dire qu'elle est dirigée suivant le vecteur unitaire UN que l'on a vu précédemment. Donc on rajoute dans notre expression vectorielle le vecteur unitaire UN. En simplifiant par petit n, eh bien, on obtient l'expression de notre vecteur accélération du satellite. On va pouvoir maintenant exprimer cette accélération dans le repère de Freinet. Donc il y a deux composantes, une composante tangentielle et une composante normale. Donc vous voyez bien que dans l'expression d'accélération, il n'y existe qu'une composante normale. Donc la composante tangentielle sera égale à 0 et la composante normale sera égale à g mt sur r au carré. Alors, voyons maintenant le cas d'un satellite en orbite circulaire. Nous venons d'établir l'expression du vecteur accélération pour un satellite en orbite autour d'un attracteur dans le cas général. Et nous avons vu précédemment l'expression du vecteur accélération dans le cas d'un mouvement circulaire. Eh bien, ces deux expressions sont donc valables en même temps. Donc, ce qui fait que les composantes AT seront identiques et les composantes AN seront identiques aussi. Alors, quelles informations on va pouvoir
tiré de la composante tangentielle, eh bien dv sur dt sera égal à 0. Si la dérivée de la vitesse est égale à 0, ben cela veut dire que la vitesse est constante. On aura donc un mouvement uniforme. Et puis de la composante normale, eh bien on va pouvoir tirer cette expression et on va pouvoir ainsi déterminer l'expression donc de la vitesse. Alors continuons notre étude pour le satellite en orbite circulaire. Alors cette fois nous allons nous intéresser au temps que met le satellite pour faire un tour de la Terre, c'est-à-dire sa période de révolution. Alors on vient de trouver l'expression donc de la vitesse, mais cette vitesse, on va pouvoir l'exprimer aussi différemment. C'est la distance parcourue lorsque le satellite fait un tour, donc c'est-à-dire 2 πr, sur le temps, et bien ça sera la période de révolution. Donc la vitesse peut aussi s'écrire 2 πr sur t. Alors nous allons prendre maintenant donc cette partie de l'expression et nous allons pouvoir en tirer t. Donc l'expression de t, de la période de révolution, sera donc 2π fois racine carrée de r au cube sur g fois mt. Alors cette expression, on va pouvoir la modifier un peu et notamment supprimer donc la racine carrée. Donc on va tout mettre au carré, du coup on va avoir t au carré qui est égal à 4π carré fois r au cube sur gmt. Mais regardez bien, si on fait passer le r au cube de l'autre côté, on aura donc le rapport t au carré sur r au cube qui sera égal à 4π carré sur gmt. Eh bien on reconnaît ici la troisième loi de Kepler pour une orbite circulaire. Donc le rapport t au carré sur r au cube qui est bien égal à une constante, 4π carré sur gmt. Donc ça c'est la constante, la valeur de la constante pour la troisième loi de Kepler appliquée à une orbite circulaire autour de la Terre. Alors terminons en voyant le cas des satellites géostationnaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ce sont des satellites qui seront fixes dans un référentiel terrestre. C'est-à-dire qu'ils se situeront toujours au-dessus d'un même point de la Terre. Alors, à quoi servent ces satellites géostationnaires? Eh bien, chez vous, vous avez certainement une antenne parabolique pour regarder la télé. Cette antenne, elle est fixe et elle pointe un point vers le ciel. Et en face, vous avez donc un satellite. Comme cette antenne est fixe, eh bien, le satellite doit rester lui aussi fixe par rapport au sol. Alors, quelles sont les caractéristiques du mouvement de ce satellite? Eh bien, la Terre tourne à vitesse constante, donc le satellite va lui aussi va tourner à vitesse constante. Ce qui implique on vient de le voir, l'orbite doit être circulaire. Le satellite a donc un mouvement circulaire et uniforme. Il nous reste maintenant à régler l'altitude du satellite. Alors pour cela, nous allons utiliser la troisième loi de Kepler. Donc la période de révolution du satellite doit être exactement la même que la période de révolution de la Terre. Donc on va pouvoir en tirer R, donc, qui correspond en fait à l'altitude du satellite. Alors en faisant les calculs, on trouve effectivement une altitude de 36 000 km environ. Alors, est-ce que ces conditions sont suffisantes pour avoir un satellite géostationnaire? Eh bien, pas tout à fait. Nous allons le voir à travers cette petite animation. Alors, sur la carte que vous avez en haut, vous voyez un point rouge qui indique la position du satellite par rapport au sol. Alors, si on fait varier l'altitude, eh bien, vous voyez que le satellite va se déplacer par rapport à la Terre. Donc là, si on rapproche, il va tourner trop vite. Et si on l'éloigne, au contraire, il va tourner trop lentement. Voilà le cas. Un autre paramètre que l'on va faire varier, c'est l'inclinaison par rapport au plan de l'équateur. Donc si on modifie son inclinaison, voilà, donc vous voyez qu'il ne sera plus fixe par rapport au sol. Il va se déplacer par rapport au sol. Donc nous n'aurons plus un satellite géostationnaire. Récapitulons donc les conditions pour avoir un satellite géostationnaire. Eh bien, il faut une orbite circulaire, un mouvement uniforme. Le satellite doit se situer à une altitude de 36 000 km et il doit se situer dans le plan équatorial.
Terminons ce cours en voyant un peu tous les satellites qui tournent autour de la Terre. Eh bien, le premier satellite qui a été envoyé autour de la Terre, c'est Spoutnik, le voici. Et puis, vous voyez que depuis, on en a envoyé une quantité impressionnante. Sur cette dernière photo, on voit bien donc les satellites géostationnaires qui sont situés dans le plan d'équateur et qui sont à 36 000 km de la Terre. Voilà, ce cours est terminé. Au revoir et à bientôt.